on vous réserve un panel de présentations qui en vaut vraiment la peine. On parle d'innovation sociale. L'innovation sociale, ben, c'est de le faire avec différentes parties prenantes. Et on a des personnes qui vont venir parler avec vous comment l'innovation sociale, elle peut favoriser la création d'environnements physiques et sociaux plus inclusifs. Donc, dans l'ensemble de vos projets, à l'heure où présentement, on parle des édits dans tous nos projets de recherche, dans nos dépôts de projets, comment on fait plus de place, comment on inclut davantage les gens. Je pense que vous allez pouvoir prendre des notes pour pouvoir vous aider dans vos propres projets. On aura, nos panélistes vont aborder des projets qu'ils mènent et sous l'angle de l'inclusion. On aura parmi nous Mme Lucie Rochebach, directrice générale du CRISPECH, M. Laurent Hodgick, directeur général de la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Merci, c'est le CIRCAC. Et ensuite de ça, mademoiselle Myriam Bravo, étudiante à la maîtrise en communication internationale et interculturelle à l'UQAM, qui est aussi présidente du comité local d'entraide universitaire mondiale du Canada et elle est la représentante de l'UQAM. Alors, on va vous les présenter un à la suite de l'autre, mais je vais les inviter immédiatement à venir s'asseoir puis vous faire intervenir un à la suite de l'autre ensuite. En tout cas, hein, ça fait beaucoup de suite, je suis désolée. Je vais commencer par vous présenter Mme Lucie Rochebach, titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, option psychopédagogie, de l'Université de Montréal. Lucie a réalisé une thèse sur l'apprentissage par la lecture. Ses intérêts de recherche sont liés au développement de compétences en littératie médiatique multimodale et de compétences numériques aux innovations technologiques, à l'apprentissage autorégulé ainsi qu'aux relations entre enseignement et apprentissage dans divers contextes et différents niveaux de scolarité. Elle est nouvellement directrice générale du CRISPECH et aussi nouvellement membre du conseil d'administration du Réseau québécois d'innovation sociale. Je vous invite à l'applaudir haut et fort à toi. Bonjour tout le monde, merci d'être resté pour ce panel et merci beaucoup au comité organisateur de cet événement et au RQIS et à Marie-Chantal pour l'invitation aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur, un grand plaisir d'être parmi vous. Donc je vais vous parler aujourd'hui à travers deux projets d'une perspective qu'on a développée, qui est de travailler en amont des pratiques pour une mobilisation efficace autour de l'inclusion et de la réussite des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Alors, je n'ai pas le talent qu'on a pu constater hier de Laurent pour les acronymes, donc je vais vous présenter deux projets qui ont des titres qui sont peut-être longs, mais qui sont évocateurs. Donc, je vais vous parler surtout, à travers ces projets, d'une réflexion qu'on peut avoir qui peut nous permettre de favoriser la mise en place de milieux inclusifs. Donc, ce n'est pas une conférence vraiment en tant que telle que je vais vous faire aujourd'hui, hein, sur le terme, si on s'entend sur le terme conférence au plan scientifique, je vais vraiment vous présenter des éléments novateurs de projets développés par le CRISPECH. Donc, slide, s'il te plaît. C'est ça, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment à travers ces deux projets, comme je viens de le dire, de voir quelles réflexions on peut avoir en amont de la mise en place de pratiques sociales novatrices. Donc, tu peux déjà passer à la suite parce que je n'ai pas envie de lire. Pour commencer, je vais mettre une petite mise en contexte de ce qu'est le CRISPECH. Donc, le CRISPECH, c'est le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est un centre de transfert et de technologie, transfert en technologie, en pratique sociale novatrice, donc ce qu'on appelle dans notre jargon un CCTT PSN, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est toujours bon à préciser quand même. Donc, on est affilié au Cégep du Vieux-Montréal et au Collège de Lausanne, mais on est une OBNL. Donc, on existe depuis 2010, mais depuis 2015, on est vraiment une entité à part, une OBNL.
On fait de la recherche appliquée et on fait des offres de services pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Notre recherche appliquée a principalement 3 axes, donc l'inclusion sociale, l'inclusion professionnelle et l'inclusion scolaire des personnes en situation de handicap. À travers ça, on a des expertises plus pointues sur la jeunesse, sur les handicaps invisibles et aussi sur les Premières Nations. Donc on a ces expertises-là et sur le plan offre de services, en fait, on va se baser sur les résultats de nos recherches pour accompagner des organisations qui voudraient cheminer sur le plan de l'inclusion des personnes en situation de handicap. On va les sensibiliser, les former, les informer et mettre en place différentes manières de les soutenir selon leurs besoins. Donc ça, c'est pour le petit topo, comment on se positionne dans l'écosystème de l'innovation sociale au Québec. Donc voilà, je peux passer à la suite. Le premier projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un cours en ligne ouvert massivement que nous avons développé et lancé il y a de ça, je pense, 2-3 semaines, peut-être plus. Je suis un peu perdue dans le temps, les événements se suivent très rapidement, mais c'est un cours en ligne ouvert massivement sur l'éducation inclusive qui en fait a été développé à l'initiative d'une de mes collègues, Christine Morin, qui était à l'époque enseignante-chercheuse au CDM et chercheuse au CRISPECH. Maintenant, elle occupe un poste de direction adjointe au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, son poste, c'est direction adjointe équité, diversité, inclusion, appartenance. Excusez-moi si je me suis trompée dans tout son titre, mais elle est encore chercheuse affiliée pour les CRISPECH. C'est important pour moi d'amener ça parce que son apport a été essentiel, vraiment crucial et vraiment à l'origine de cette réflexion-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est pour vous montrer la dimension aussi collaborative et vraiment ancrée dans les milieux de la démarche. Donc si on peut passer à la suite. Donc l'émergence du projet, en fait ce projet s'inclut dans le chantier sur la réussite en enseignement supérieur qui a été mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc il a été financé grâce à cette enveloppe-là par le CRISPECH. Il est né d'un constat en enseignement supérieur, d'un besoin de clarifier ce qu'on entendait par inclusion. Inclusion scolaire, éducation inclusive. Tout un ensemble de termes qu'on entend à tort et à travers, et finalement, il y a des différentes définitions qui circulent, mais il y a un manque d'homogénéité et de compréhension de certaines personnes qui peut aboutir, en fait, qui peut mener à un manque d'adhésion des parties prenantes et des actrices et acteurs concernés. Donc c'est vraiment dans un contexte en enseignement supérieur où il y a de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants en situation de handicap, que le besoin de répondre à une diversité qui émerge et qui ne fait que croître et changer et qui va continuer encore à changer, se fait de plus en plus sentir auprès du personnel enseignant, mais de tous les membres de la communauté académique et postsecondaire en fait. On s'est rendu compte que pour répondre à ces besoins-là, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par inclusion, il y a besoin de revenir au fondement de l'inclusion. Donc de vraiment revenir à pourquoi finalement on se pose la question d'intégrer, d'inclure, plus que d'intégrer justement les étudiants et étudiantes en situation de handicap. Et c'est tout un cheminement historique, un cheminement de valeurs, un cheminement de croyances, un cheminement de représentation qui va pouvoir permettre de mener à une transformation sociale durable par un changement des représentations, un changement de posture nécessaire à l'avènement d'un paradigme inclusif qui soit vraiment pérenne dans le temps et qui mène à un changement et à une mobilisation des différentes parties prenantes autour de cette question-là de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc en réalité, ce qu'on a essayé de faire dans ce club, dans ce cours en ligne ouvert massivement, c'est de revenir aux bases de l'inclusion et d'offrir finalement aux personnes qui
ont entendu parler d'inclusion comme ça à gauche, à droite, mais ne se sont jamais vraiment penchées sur la question parce qu'elles ont peut-être une certaine forme de saturation à force d'entendre parler d'inclusion, parce qu'on a entendu beaucoup parler de pratiques éducatives inclusives, on a beaucoup parlé de pratiques pédagogiques inclusives avec la conception universelle de l'apprentissage, avec la conception universelle de l'enseignement, avec toutes ces approches-là. Puis finalement, pour que les personnes adhèrent au paradigme qui est sous-jacent à ces pratiques-là, il semblait nécessaire de prendre un pas de recul et de dire ben, pourquoi finalement on n'arrête pas de vous parler de ces pratiques-là, puis ça ne repose pas que sur l'épaule du prof, sur les épaules du prof de mettre en place ces pratiques au sein de la classe, ça repose sur toute une communauté, toute une société finalement, mais le changement doit se faire à différents niveaux, à différentes échelles, et pour ça, il faut qu'on comprenne fondamentalement quelles sont les valeurs véhiculées par l'inclusion, les croyances, puis d'où ça vient l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il y a un historique, il y a tout un processus qui a mené là où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, c'est un peu toute cette réflexion-là qu'on voulait amener les gens à avoir, donc vraiment avoir cette posture réflexive-là qui permet vraiment un changement peut-être plus durable et plus profond chez les individus. Parce que quand on parle d'inclusion des personnes en situation de handicap, comme quand on parle d'inclusion en général, je pense, on va chercher quand même des choses très personnelles, très proches de l'identité des personnes. On s'adresse à la subjectivité. Il y a beaucoup de biais de représentation, il y a beaucoup de non-dits, il y a même beaucoup de choses que les personnes n'ont pas inconscientes. Donc quand je parle de biais inconscients, c'est ça dont je parle. Donc c'est ça qu'on voulait amener les individus à considérer et à se rendre compte en ancrant ça dans quelque chose de concret, mais aussi d'ancré scientifiquement. On voulait montrer que l'inclusion, c'est pas juste un buzzword, mais c'est vraiment, excusez-moi pour l'anglicisme, je ne sais pas quelle traduction utiliser pour... c'est pas un mot à la mode, merci beaucoup Rachel. C'est pas juste un mot à la mode, c'est quelque chose qui a du sens pour les personnes concernées, mais aussi pour l'ensemble de la société. Donc si on veut cheminer vers une société plus inclusive, il faut faire ce changement paradigmatique là d'ouverture à l'autre, d'ouverture à la diversité, puis de se rendre compte que face à soi, dans une classe, on n'a jamais d'homogénéité. Jamais. Donc ça, c'est juste une réalisation qui, des fois, quand on se rend compte de la diversité des personnes face à soi, on ne peut plus ignorer que leurs besoins sont aussi diversifiés, qu'il y a autant de besoins qu'il y a de personnes. Si on passe à la suite, parce que je m'étale et puis je peux parler encore pendant 10 minutes, donc je vais essayer de couper court. Mais globalement, dans ce club, on a vraiment utilisé une variété de modes de représentation. Donc on a des capsules, on a des balados, on a des activités pédagogiques, on a un journal de bord qui permet de soutenir la réflexion et vraiment le développement professionnel du personnel enseignant principalement, mais pas uniquement, de toute personne qui s'intéresserait à l'inclusion. C'est un cours qui est gratuit, qui est en ligne maintenant sur notre site du CRISPECH. Si vous avez dans le projet en cours, vous allez pouvoir accéder au module 1 qui est maintenant disponible. Et c'est vraiment une auto-formation. On voulait que les gens ne sentent pas la pression d'être obligés de se former, mais qu'ils y aient par intérêt. On a une approche collaborative. Il y a 21 capsules, un peu, il me semble, dans l'ensemble des 4 modules qui composent cette formation. Et dans ces 21 capsules, on a des témoignages d'étudiants, on a des experts et expertes, en fait, d'une variété. On a une variété de points de vue qu'on est allé chercher. Donc, c'est des étudiants, étudiantes, des conseillers, conseillères pédagogiques, c'est des professeurs d'université, des professeurs du collégial. Donc, on est vraiment allé essayer de dire aux gens, d'aller demander aux gens pourquoi ce projet-là a du sens, mais selon les 4 thèmes qu'on a vraiment identifiés. Donc, je vous laisserai aller cheminer dans notre cours en ligne si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment ça, la démarche, c'est d'aller chercher différentes personnes pour nous parler de différents aspects de l'inclusion selon leur point de vue, leurs connaissances et leurs compétences en lien avec les thèmes. Donc, je vais passer à la suite et puis je vais vite conclure. Donc, les 4 thèmes font 1h30 environ.
On veut quelque chose qui ne soit pas lourd quand même. Et tu peux passer à la suite. Un petit peu dans la continuité de ce projet-là, en réalité, c'est un autre projet qui a aussi été mis en place par ma collègue Christine Morin. Donc ce projet-là, c'est un projet en fait soutenu également par le ministère dans le cadre du programme de soutien à la recherche en apprentissage et enseignement, le programme PARIA du ministère en enseignement supérieur. Et c'est un projet qui est en cours maintenant, sur les représentations sociales des personnes enseignantes du collégial. Donc là, on va aller sonder un petit peu leur représentation pour comprendre où est-ce qu'on a des leviers pour faire changer finalement les mentalités, puis après ça, faire changer les postures et, on l'espère, les pratiques, sachant que c'est pas forcément linéaire, c'est un processus. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, plus une réflexion que vraiment des projets, une présentation structurée autour des habituels canons théoriques et scientifiques de la recherche. Donc, je pourrais je vais te laisser parler très rapidement, Laurent. Je vais juste conclure, si tu peux aller à la slide d'après. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Donc, en gros, la conclusion de mon intervention, c'est vraiment changer les postures pour changer les pratiques. Comment on peut aller en amont, travailler sur le plan individuel, j'ai plus le droit. Travailler sur le plan, ça c'est vraiment signe qu'il faut que je m'arrête là. Mais comment on peut vraiment faire une différence au niveau individuel pour ensuite pouvoir faire une différence et avoir des milieux plus inclusifs. Donc, susciter l'adhésion pour une mobilisation ensuite collective autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap, sachant que c'est quelque chose qui va être soutenu au niveau systémique, donc qui s'inscrit justement dans des représentations sociales plus larges, véhiculées par une institution, une société, un groupe d'individus au sein d'une classe. Voilà, je vais m'arrêter là. Et, merci beaucoup. Il va y avoir une période de questions suite à la présentation de nos trois conférenciers. Donc, j'aimerais inviter au micro M. Laurent Hodgier, directeur général de la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Je suis fière de moi. Il est algonquin de la communauté de Kidigan-Zibi et possède un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu'un certificat en crédit commercial. Ayant évolué comme directeur de compte à la Société de crédit commercial autochtone, la SOCA, il a fait son entrée à la CIRCA comme directeur en octobre 2021. Alors, sa longue expérience en développement et en financement de projets immobiliers chez les Premières Nations lui confère une connaissance stratégique des besoins en logement pour les populations autochtones en milieu urbain. Alors, je vous invite à l'applaudir et à lui, on va lui faire place. Kwekaskina, Kichbayanungum. Bonjour à tous. Merci de l'accueil. Merci de nous avoir permis de venir présenter la CIRCAC. J'ai pensé bon aujourd'hui d'apporter une Kezo Wigwam, qui est une plume d'un aigle royal, qui chez nous, chez les Algonquins, signifie la force, le courage et surtout le respect. Je trouvais que ça avait un lien avec ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux aussi m'en servir comme souris. Donc, aujourd'hui, ma présentation, ça va être évidemment sur la CIRCAC. J'utilise le raccourci. Je vais commencer d'abord par vous présenter la genèse de nos projets. Je vais vous expliquer les projets en cours. Et par la suite, je vais vous expliquer c'est quoi notre approche qui est dite collaborative et inclusive pour réaliser ces projets-là. Donc, nos premiers projets sont nés grâce à une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur qui, en 2017, a eu comme idée de créer des milieux de vie pour autochtones, étudiants autochtones en milieu urbain, dans le but de casser autant que possible les barrières pour permettre à l'autochtone de réussir et aller chercher son diplôme en niveau post-secondaire. Donc, à ce moment-là, le ministère de l'Enseignement supérieur s'est dit, ben, ça va nous prendre un porteur de projet. Ça,
Le maire démontre que ce serait bien que ce soit une organisation autochtone qui puisse livrer un projet autochtone. Et ils sont venus cogner à la porte du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, et c'est à ce moment-là que la CIRCAC, la Société immobilière, a vu le jour. Notre premier projet Mieux de vie pour étudiants autochtones a présentement lieu à Sept-Îles. On est en construction. On le nomme Nochemit. On a fait participer des étudiants autochtones de la région de la Côte-Nord pour trouver un nom à Sept-Îles, au projet de Sept-Îles. Nochemit qui veut dire chez soi, chez nous, notre territoire. Sept-Îles, il est présentement en construction. On parle d'un 32 logements abordables avec des typologies variées. Hein. On voit qu'il y a des studios, des 3,5, 4,5, 5,5. En fait, c'est beaucoup plus que du loyer abordable au mieux de vie. On voit là, en bas à gauche, là, il y a 4 bâtiments résidentiels, mais le 5e, qui est le plus gros, le bâtiment communautaire, où est-ce qu'on trouve des espaces communautaires, des cuisines collectives, on trouve CPE de trentaine de places. Donc là, vraiment, là, on met tout en place pour que l'étudiant autochtone puisse se développer dans un environnement favorable pour s'assurer qu'il puisse aller chercher son diplôme. Donc, on a d'autres photos ici. C'est un projet qui devrait être livré cet été, enfin. Une information qui est intéressante, c'est qu'on a ouvert les inscriptions au mois de mars dernier, et environ 86% de tous les gens qui ont appliqué chez nous, c'est des jeunes femmes, jeunes mamans monoparentales, âgées en moyenne de 22 à 25 ans, avec 2 enfants à la charge. Puis la seule raison pourquoi ils font un retour aux études, qui viennent vivre dans notre milieu de vie, c'est parce qu'on offre un CPE sur place, des places autochtones. Donc c'est un CPE autochtone qui leur ressemble. Sans CPE, malheureusement, la jeune maman ne fera pas un retour aux études. Donc on est bien content de pouvoir lui rendre service. Deuxième projet en cours de construction, qui, encore une fois, lui aussi, va avoir le jour cet été. Il est à Trois-Rivières, Waskawichirwin, qui est en territoire Atikamekw. Waskawichirwin est en langage Atikamekw, qui veut dire ça que d'entraide. Encore une fois, on a procédé par consultation auprès des jeunes étudiants, à savoir comment est-ce que vous le nommerez pour votre milieu à Trois-Rivières. C'est ce qui est sorti. Cette fois-ci, c'est sensiblement le même genre de projet qu'à Sept-Îles, même clientèle visée, jeunes mamans monoparentales. Cette fois-ci, on parle d'un 42 logements un peu plus grand. On voit des photos de la construction qui ont été prises il y a environ 2 semaines. Ce qui est particulier à Trois-Rivières, c'est qu'il y a le centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières qui est présentement localisé dans le centre-ville, mais qui va venir s'aménager sur notre terrain. Puis ce qui est le fun d'un centre d'amitié, pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi un centre d'amitié, c'est en fait leur mission est d'offrir des services de première ligne à tout autochtone, toute nation confondue, en milieu urbain. Donc on va avoir le centre d'amitié avec nous sur notre terrain qui va être en mesure d'offrir une panoplie de services de première ligne. Et à la gauche du bâtiment, encore une fois, on aura un CPE. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'au 2e étage, on a aussi une maternelle 4 ans. C'est la première fois au Québec, supposément, qu'une maternelle 4 ans sort d'une institution d'enseignement québécoise pour aller s'installer dans un bâtiment privé. 3e projet en cours, beaucoup plus gros, on parle de celui de Québec, qui est localisé sur le campus de l'Université Laval. Ce projet-là, on avait procédé par appel de candidature. On avait reçu environ 5-6 candidatures à travers le Québec. Et c'est celle de l'Université Laval qui a été retenue par notre comité de sélection. Et puis, l'Université Laval ont été quand même assez généreux sur les possibilités d'implantation sur le campus. Ils nous ont offert 8 terrains. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté les étudiants. On a dit, bon, ben, si vous avez le choix de vous installer sur le campus, ça serait où? Donc, on a un terrain sous forme de bail amphithéose avec eux. Le projet est toujours en conception. On est avec les architectes, les ingénieurs, les professionnels. Puis, on a un visage à ce qu'il soit construit d'ici l'été 2025. Comme je l'ai dit, c'est un projet beaucoup plus gros. On parle de 94 unités. Clientèle un peu différente des 2 premiers. Sept-Îles, Trois-Rivières, c'est vraiment plus jeune maman, monoparentale, familiale. Tandis qu'à Québec, c'est une clientèle mixte. Célibataire et famille. C'est un défi qu'on fait face. Donc, en fait, c'est ça. Au niveau de la typologie et l'aménagement des jeunes étudiants, bien, on a prévu justement les deux premiers étages pour permettre aux jeunes familles de s'y installer. Puis les plus tannants, les célibataires, on les met plus haut. Donc, on voit un peu ici là, la carte du campus de l'Université Laval, pour ceux qui s'y reconnaissent. On est localisé juste en face, c'est le Palais d'Express.
Et on voit à droite qu'elle s'en donne l'église, ça c'est le caso. Donc le futur milieu de vie, c'est le grand bâtiment L, en haut à droite. On est très excités par ce projet d'envergure. Il y aura des annonces très très bientôt là, qui seront faites dans les médias. Le quatrième qui est annoncé par le gouvernement du Québec, auquel on est en train de justement s'attarder au niveau des études de viabilité et du sondage, c'est celui de Chibougamau. Beaucoup plus petit, on parle d'un petit 15-20 unités, avec encore une fois des espaces communautaires. Projet qui devrait être livré d'ici 2026. Donc, pour réaliser ces projets d'envergure-là, on fonctionne avec une démarche collaborative et inclusive, c'est-à-dire, avant de s'implanter, de créer le projet, on s'assure de sonder, de passer là des consultations auprès des partenaires d'enseignement du milieu, pour voir ce serait quoi selon eux la grosseur d'un projet de vie comme ça dans leur région. Puis, le plus important, c'est qu'on consulte les étudiants autochtones. Le projet est pour eux autres. On les consulte via des sondages en ligne, on se rend dans les communautés, on organise des focus groups. On s'assure vraiment que ce qu'on réalise comme projet, bien, ça leur ressemble, ça les répond à leurs besoins. Notre approche collaborative et inclusive, on fonctionne aussi avec un comité local de déploiement. C'est vraiment intéressant. Avant, j'avais commencé tantôt, je travaillais pour la SOCLA, j'étais un banquier, j'étais un bailleur de fonds. On gérait un portefeuille de prêts, puis aussi un programme de subvention. Jamais j'ai déjà vu ça dans mes 17 années de carrière en titre de bailleur de fonds, travailler de cette façon-là, dans un comité local de déploiement. C'est vraiment intéressant. Ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe l'ensemble des institutions d'enseignement, partenaires du milieu, dans ce comité-là, dès le jour 1, du moment qu'on commence à conceptualiser le projet. On va aussi regrouper l'ensemble des bailleurs de fonds, les plus importants pour que le projet puisse voir le jour. À titre d'exemple, on a le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement du Québec, la MFA, la SHQ, SHL, les organisations autochtones, SPN, et aussi les partenaires locaux, les centres d'amitié, la ville, les organisations autochtones, les conseils de vente, les conseils tribaux, les centres d'amitié. Donc, en ayant tout ce monde-là autour de la table, ça nous permet de pouvoir avancer à une vitesse quand même assez incroyable pour pouvoir réaliser ces projets d'envergure-là. C'est des projets qui, malheureusement, nous demandent de faire, de jouer élastique, de faire l'innovation financière pour pouvoir financer ces projets-là. Comme vous avez vu, c'est pas juste du loyer abordable qu'on offre, il y a une panoplie de services, des espaces communautaires, tout ça. Puis pour qu'on puisse financer cet ensemble des coûts-là, malheureusement, il faut cogner à une vingtaine de portes. Dans chacun des projets, on a à peu près entre 15 et 20 bailleurs de fonds différents. Mais en les ayant à l'entour de la table, ça nous permet d'avancer un peu plus vite. C'est un défi, par contre, de pouvoir travailler dans ce sens-là avec un comité de déploiement. Si vous avez envie de l'essayer avec vos projets, le conseil que je peux vous donner, c'est dès le jour 1, mettez 4 sur table, expliquez-leur que c'est vous qui le lead, c'est votre projet, vous en êtes le responsable. Donc la CERCAC, ce qu'on mentionne dès le départ, c'est qu'on est promoteur du projet, on est propriétaire des immeubles, on va administrer, on prend le lead dans le projet de A à Z. On va faire des approches auprès des financements et par la suite, on va assurer la gestion immobilière, on va coordonner l'ensemble des partenariats, on va s'assurer que ce qui est promis aux étudiants comme service de première ligne, bien, que ça soit livré aux étudiants. Et aussi au niveau des communications, bien certainement. Et par la suite, les partenaires, bien, on leur explique que vous êtes là à titre de co-développeur. Vous allez nous aider au niveau de la conception, vous allez nous aider au niveau de la mobilisation des étudiants. Quand on fait des sondages, on aime bien ça avoir les partenaires d'enseignement du milieu pour nous aider à les faire, les sondages. Offre un site d'implantation approprié. En ayant la ville ou une institution d'enseignement avec nous à même le comité de déploiement, bien, souvent, des fois, il y en a qui laissent en main et disent, moi, j'ai un terrain disponible, vous pouvez le prendre. Les démarches de financement, comme j'ai mentionné. Donc, oui, comme ça. Donc, pour conclure, en fait, c'est sûr, j'ai mis quelques points là, les avantages d'un tel modèle de collaboration et d'inclusion. Ben, ça me permet de réaliser des projets répondant aux besoins de la clientèle concernée dans les échéanciers respectifs. Ça, oui, c'est justement les impacts sur les échéanciers. Ça me permet de relever les enjeux beaucoup plus rapidement.
Dans tous les projets, on a vécu toutes sortes d'enjeux, que ce soit au niveau de l'acceptabilité sociale, environnement, enjeux techniques, géotechniques, etc. En ayant les partenaires autour de la table, des fois, ça nous aide à accélérer les choses. Évitons les mauvaises perceptions et l'acceptabilité citoyenne, je l'ai mentionné. Donc, merci pour votre écoute. Merci. Vous pouvez déjà commencer à penser à vos questions. Hein? La prochaine candidate qui... prochaine panéliste, je ne sais pas. On est vendredi. La semaine a été quand même pleine et chargée. Je m'excuse pour mes mots. Alors, on va accueillir mademoiselle ou madame Myriam Bravo, présidente du comité local d'entraide universitaire mondiale du Canada à l'UQAM. C'est vraiment intéressant. Quand on a rencontré Myriam en rencontre, j'ai appris qu'il existait des choses qui étaient en dehors de mon champ de vision et j'étais heureuse d'apprendre à connaître ces éléments-là nouveaux. Présentement, Myriam, elle fait son mémoire qui porte sur l'accès aux opportunités de solidarité internationale pour la jeunesse québécoise. Prenez une bonne respiration, puis ensuite de ça, elle souhaite s'épanouir dans la mobilisation jeunesse et les relations internationales. Vous allez voir que son projet tient vraiment compte de ça aussi. Elle est passionnée par les avancées technologiques au service de la société, le travail d'équipe, la polyvalence et la créativité font d'elle une personne qui a de l'impact dans son milieu et son plus grand souhait, c'est de travailler pour avoir un impact social et un impact positif pour la société. J'aimerais ça qu'on applaudisse haut et fort mademoiselle Myriam Bravo. Donc voilà, je m'appelle Myriam, je suis présidente du comité UMC UQAM. C'est un petit peu... Je vais essayer de monter. Donc voilà, je suis présidente de ce groupe depuis 2020, mais je suis commencé à m'impliquer dans ce groupe depuis 2018. Donc voilà, je vais vous le présenter. C'est en fait une organisation sans but lucratif étudiante au sein de l'Université du Québec à Montréal. Donc on est une OBNL, mais soutenue et accueillie bien sûr par notre université. Donc, en fait, c'est ça, on a eu un comité étudiant de l'entraide universitaire mondiale du Canada. On a été créé dans les années 90. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le UMC, à la base, c'est une organisation pan-canadienne, donc nous ne représentons pas juste le UMC. À la base, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils interviennent au niveau international pour l'éducation, pour la jeunesse, pour l'autonomisation des jeunes et aussi pour les jeunes femmes. Donc, vraiment, c'est leur principal champ de bataille dans lequel ils travaillent. Ce qu'ils font aussi actuellement, c'est du parrainage de jeunes réfugiés et travaillent avec des comités universitaires comme nous à l'UQAM. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'on fait à l'université et un peu notre progression et comment on a changé à travers les années. Donc oui, attends, je vais juste remettre. Donc vraiment notre mission à nous, c'est vraiment promouvoir une éducation inclusive à travers le parrainage de jeunes réfugiés et de sensibiliser la communauté universitaire. Donc, entre 1990 et 2000, on avait quand même beaucoup de chance parce qu'on avait le rectorat qui nous offrait une somme nous permettant de parrainer une personne par année. Chose qui a changé par la suite, je ne sais pas si c'est l'austérité ou je ne sais pas, mais ça a complètement changé et du coup on manquait de financement. Donc de ce que j'ai compris à l'époque, quand je suis entrée au sein du comité, c'est qu'on vendait des produits équitables, on essayait de ramasser des fonds comme on pouvait, ce qui a fait en sorte qu'on ne parrainait qu'une seule personne par année, qu'une seule personne aux 3 ans, pardon. Et du coup, la mobilisation des jeunes, ça se faisait moins, il y avait un taux de roulement assez fréquent, on avait vraiment du mal à faire fonctionner notre groupe. Donc voilà. Après, il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2020, qui est la pandémie. Et même si pour beaucoup de gens, je pense que ça a été vraiment un impact fort au sein de leurs organisations, pour nous, ça a été un impact positif. En fait, en 2020, on parrainait une personne. On a été un tout petit groupe, on était comme 5 personnes.
Mais je pense en fait qu'il y a eu un énorme élan de solidarité qui s'est fait à ce moment-là. Les gens voulaient en fait trouver un moyen de s'impliquer, de pouvoir voir du monde, de socialiser d'une manière ou d'une autre, alors qu'on était tous très 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 isolés au niveau universitaire à ce moment-là. Donc ça a fait éclore quelque chose au sein de la mobilisation étudiante. Donc on a vraiment commencé à amasser des subventions, ce qui a fait en sorte qu'on a pu parrainer une personne par année. Et là, on a comme vraiment eu la chance récemment, en fait, on avait eu une idée. On savait qu'à l'UQAM, il y avait une opportunité d'avoir une cotisation non obligatoire de la part des étudiants. C'est un long processus, très administratif, très politique, mais on s'est lancé là-dedans. Et après 1 an et demi, finalement, on a eu une réponse positive, ce qui nous permet d'avoir environ 90 000 $ par année pour notre groupe. Donc on est passé de 5 000 à 90 000 $ par année, donc ça a vraiment été un changement complet. Et du coup, on en est rendu là, on est en train de croître actuellement, et là je suis en train d'être en quête de comment gérer, comment travailler avec cette nouvelle structure, sachant le nombre de jeunes qu'on va accueillir. Mais voilà, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait précisément avec ce comité-là. Donc en fait, bon, bien sûr, le parrainage de jeunes réfugiés, en quoi ça consiste en gros? En fait, pendant 1 an, nous accompagnons en fait des jeunes réfugiés qui sont arrivés grâce à l'entremise de Entraide universitaire mondiale du Canada. Donc on s'occupe autant au niveau social, administratif, académique, bref, on est vraiment leur personne ressource pour les accompagner à travers leur première année d'université. Et bien sûr, par la suite, on les aide à devenir plus autonomes, en fait, à pouvoir s'épanouir par eux-mêmes pour le restant finalement de leur parcours de vie, voilà, et notamment au sein de l'université, même si on est toujours là, bien sûr, comme personne ressource. Aussi, ce qu'on fait, c'est bien sûr de la sensibilisation au niveau de la communauté universitaire. On est bien obligé, effectivement, pas beaucoup de gens nous connaissent, fait qu'il faut toujours travailler de notre chef pour nous faire connaître et faire connaître aussi les enjeux sur la crise migratoire, qui est, j'ai l'impression, pas très connue au Québec, au fait c'est peut-être moins présent dans l'actualité. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué au niveau de la communauté universitaire qui confondait souvent étudiants de l'international et les personnes réfugiées. Ce qu'on fait aussi, c'est le développement de compétences des étudiants. Je vais en parler tantôt, mais c'est vraiment un projet qui est très, très, très axé sur les jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. Donc, on essaie vraiment d'avoir des formations pour les personnes qui s'occupent justement des personnes réfugiées. Aussi du développement de compétences autres au niveau de la sensibilisation, au niveau vraiment politique aussi. On apprend énormément en ce qui concerne tout ce qui est mobilisation et enjeux politiques. C'est ça, donc voilà, c'est vraiment un projet par les jeunes, pour les jeunes. Donc tout le processus, que ce soit vraiment de remplir l'intention de parrainage au bilan de fin du projet, du fin de l'accompagnement, pour savoir finalement comment ça s'est passé, comment on peut s'améliorer. Tout ce processus-là se fait à travers les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Les personnes qu'on parraine ont entre 18 et 25. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment un projet qu'on fait tous ensemble. Et il y a des bons côtés, des mauvais côtés. C'est bien sûr qu'on est jeune, on a peut-être moins d'expérience, mais en somme, c'est quand même extrêmement, c'est extrêmement formateur comme groupe. Et franchement, je recommanderais à tout le monde d'y participer. Pour ce qui est des partenaires principaux du projet, bien sûr, il y a l'université, les associations étudiantes et l'Entraide universitaire mondiale du Canada. Donc au niveau de l'université, on a de l'aide au niveau du conseil à la vie étudiante qui bien sûr nous aide pour constituer notre groupe au mieux qu'ils peuvent. Ça va être un peu plus complexe maintenant qu'on est devenu un peu plus grand, mais on aime beaucoup leur soutien à ce niveau-là. Sinon aussi, tous les niveaux, au niveau des conseils pour les étudiants de l'international, les orthopédagogues, toutes les personnes, les personnes qui sont concernées en formation scolaire, concernant l'orientation, on essaie d'avoir au mieux de leurs ressources et de leurs compétences pour accompagner les personnes réfugiées qu'on parraine. Les associations étudiantes, c'est bien sûr surtout grâce à eux qu'on a cette cotisation-là. Donc on a dû aller d'AG en AG, parce qu'on a 7 facultés, il faut voir à travers les 7 facultés pour avoir leur appui, pour avoir eu ces cotisations. Et bien sûr qu'ils puissent laisser de côté leur orgueil, leur enjeu de pouvoir avec l'institution de l'Université du Québec à Montréal pour pouvoir faire arriver ce projet. Donc voilà, donc on est encore rendu là au niveau de leur aide. On a sinon des projets qu'on fait avec eux au niveau du tutorat, avec les jeunes réfugiés aussi, et notamment avec l'association de la faculté d'éducation.
Et bien sûr l'entraide ministère mondial Canada qui sont là au niveau pour nous former, pour être présents quand il faut, surtout au niveau du processus qui se passe des camps de réfugiés à ici. Donc eux ils s'occupent vraiment de tous ces processus-là pour les former, pour leur arrivée au Canada. Et c'est par la suite bien sûr de notre bord on les accompagne par la suite au Canada. Donc la place des personnes parrainées, parce que bien sûr, là je parle des étudiants, je parle des jeunes, je parle de l'institution, mais c'est sûr que les personnes parrainées sont partie prenante au projet aussi. On a quand même beaucoup de chance au niveau de notre projet, c'est que beaucoup de personnes qui ont été eux-mêmes réfugiés ou qui sont enfants de réfugiés font partie de notre groupe. Donc on travaille tous très fort ensemble pour voir ce qui serait mieux pour notre projet. Et bien entendu, on sonde aussi les personnes parrainées pour cela. Ils participent énormément à nos projets de sensibilisation qui viennent aussi de leur chef, c'est eux qui veulent aussi parler de leur histoire, sensibiliser, faire en sorte que les gens puissent savoir comment finalement, quelle est la réalité de ces personnes. Oui, c'est ça, on a aussi un mentor, une personne qui est une ancienne personne parrainée qui mentor en fait les jeunes qui arrivent dans notre groupe pour faire en sorte qu'ils aient une personne avec qui ils peuvent avoir peut-être un peu plus de liens. Parce que bien sûr, l'enjeu du lien de confiance, le fait que nous offrons, que c'est nous qui offrons finalement l'allocation financière, fait en sorte qu'on peut être dans une position un peu de pouvoir par rapport à ces personnes. Donc c'est encore très délicat à savoir aussi comment gérer cette situation-là. Donc voilà, au moins cette personne mentor est là avec nous. Aussi on fait toujours un bilan de fin de parrainage pour voir comment on peut s'améliorer et on espère que par la suite en fait ce groupe-là ce soit principalement aussi des personnes qui ont été parrainées qui puissent faire partie des principales décisions. Mais on ne va pas les obliger à s'impliquer non plus parce que c'est bien sûr à savoir si eux ils veulent continuer avec nous ou pas. En conclusion, en fait, ce que j'ai remarqué avec mon expérience depuis ces dernières années, c'est que on ne peut pas s'en sortir tout seul à titre de groupe étudiant pour parrainer ces personnes-là. On a énormément besoin de l'UQAM et des associations étudiantes et aussi d'autres groupes, d'autres OBNL qui travaillent dans l'intégration des personnes réfugiées pour s'en sortir. Si on veut que l'université soit plus inclusive auprès des personnes réfugiées, ça ne peut pas juste venir d'un groupe étudiant. Mais fort heureusement, on a quand même un appui qui s'en vient de plus en plus. On a un logement pour les personnes réfugiées à l'UQAM. On a quand même justement les services conseils et aussi les frais de scolarité aussi qui sont payés par l'université. Donc on travaille fort. Pour l'instant, c'est vraiment, en ce moment, notre projet, c'est que là, on a des financements. On essaie de croître, mais on essaie de comprendre aussi comment être un groupe le plus inclusif possible, faire en sorte de faire les choses au mieux, continuer à faire en sorte que le plus de personnes puissent être parrainées par l'université. Donc voilà, c'était ma présentation. Donc, il va y avoir une période où on a préparé des questions pour parler d'inclusion, aller un peu plus en profondeur parce que vous avez 3 projets, 3 groupes qui ont présenté des choses qui sont propres à de l'inclusion, mais avec des communautés ou des groupes qui sont différents. Et puis, j'aimerais commencer avec une première question qui est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le mot inclusion? C'est ça l'inclusion. Voilà, c'est parce que je pense que toi, c'est carrément dans ta recherche de savoir ce qu'est l'inclusion. Tu sais pas commencer. Tu peux y aller. Mais disons, pour moi, est-ce que ça marche? Oui. C'est bon. Personnellement, je pense que par l'inclusion, moi je pense beaucoup à l'éducation inclusive, c'est faire en sorte qu'un environnement ou que justement une organisation puisse faire en sorte que tout le monde ait accès aux mêmes opportunités, dépendamment justement de où on vient, et faire en sorte que tout le monde aussi puisse participer de la même manière. Et voilà, j'ai manque d'inspiration, mais je suis sûre que vous aurez autre chose à dire à ce niveau-là. Non mais tu l'as... C'est vrai, c'est bizarre, ça marche? C'est ça, hein? Oui. Okay. Comparé à l'autre... Il y a quelque chose, hein?
toujours surprenant. Donc, non, mais tu as bien posé les bases. Pour moi, l'inclusion, c'est vraiment lever les obstacles à la participation, qu'elle soit scolaire, professionnelle ou sociale, que les personnes puissent vraiment exprimer leur plein potentiel dans un certain milieu, dans un certain contexte, et être partie prenante à part entière de leur vie, en fait, de la situation dans laquelle elles se trouvent, avec laquelle elles interagissent. J'ai une brève réponse par rapport à ça. Cette réponse provient d'un aîné algonquin, Oscar Kestabich. On s'est déjà posé la question en groupe. Puis monsieur Kestabich, il a dans la main, il dit: moi j'en ai une définition sur l'inclusion. En algonquin, on appelle ça Milo Majum, ce qui veut dire qu'on ne laisse jamais personne derrière. Le bien-être d'un groupe dépend du bien-être de tous. Merci, vraiment. C'est une philosophie qu'on trouve dans un loisir qui s'appelle la spéléologie aussi. Tu ne laisses jamais personne derrière. On doit tous avancer ensemble. Et pour moi, ce que tu viens de dire, c'est la preuve qu'on pourrait vouloir aller très, très, très vite, mais si on laisse des gens derrière, il se pourrait que nous, un jour, on ait aussi besoin de ces personnes-là qu'on a laissées derrière. Et parce qu'on les a laissées derrière, ils ne sont pas là pour pouvoir venir nous aider. Donc, très belle philosophie. Ensuite de ça, j'avais... comment vous avez, dans vos projets, on a parlé de collaboration, mais j'aimerais ça qu'on ait peut-être plus en profondeur dans la manière de faire. Vous avez intégré l'élément d'inclusion dans le projet. Tu sais, si je regarde les habitations ou si je regarde la formation ou encore le partenariat avec les étudiants, à quel moment ou quels sont les éléments que vous avez ajoutés à vos projets ou qui font que c'est davantage inclusif, puis on n'aurait pas pu y penser s'il n'avait pas fait partie de vos processus. On va faire comme ça? Oui. Bon, alors, dans le projet particulier dont j'ai parlé, le cours en ligne ouvert massivement, la dimension collaborative, en fait, passait vraiment par la co-construction du contenu, parce qu'il y a eu des rencontres avec les experts et experts qui ont fait des capsules vidéo pour le club, en fait, et ce qui est vraiment intéressant et qui était extrêmement important pour nous, c'est d'aller chercher les différentes perspectives sur l'inclusion. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment allé, on n'a pas juste été chercher des professeurs d'université ou des professeurs de collège, il y en a. Il n'y a pas que ça. Pour nous, c'était important d'avoir vraiment des différents sons de cloche autour des thèmes qu'on avait identifiés comme importants, pour avoir cette variété de perspectives-là. Donc on a vraiment travaillé avec cette idée-là qu'on voulait laisser la place, laisser la parole à tout le monde, dans le fond, aller leur laisser prendre la parole. Puis c'était vraiment dans l'idée aussi où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de choses sur les pratiques inclusives, mais que finalement, dans les choses qui existaient, il y avait peu de place à la parole des personnes concernées. Moi, j'aimerais ça peut-être continuer un peu avec toi sur cet aspect-là. Est-ce que, quand on parle d'inclusion, puis on parle d'accessibilité, est-ce que votre CLUM, vous avez adapté des éléments à la formation en ligne pour permettre à plusieurs personnes? Évidemment. Ah oui, et alors qu'est-ce que vous avez fait pour accroître l'inclusion ou la participation d'un plus grand nombre à vos formations? Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diversifié, comme je disais, en fait, des modes de représentation. Donc, on ne voulait pas que ce soit quelque chose où il n'y ait que du texte. Donc, on a des images, on a des capsules, on a du balado. Donc, on a différents modes d'accès à l'information. Mais, par exemple, nos capsules, on a des transcriptions qui sont faites, on a du sous-titrage, on a des différentes choses qui ont été mises en place pour que ce soit le plus inclusif possible, le plus accessible possible pour une diversité publique. Alors, ce qui est vraiment fascinant quand on rentre dans cet univers-là, c'est qu'on en apprend tous les jours sur les manières de s'améliorer en termes d'accessibilité. Il
des nouveaux éléments qui apparaissent, mais il y a quand même aussi des standards qui existent. Donc on a essayé de vraiment rendre ça, vulgariser le contenu aussi, pour que ce soit pas uniquement des chercheurs scientifiques qui aient un accès facile au contenu qu'on partageait avec eux. Donc on a vulgarisé le contenu, on a vraiment essayé de rendre ça également le plus léger possible, parce qu'on avait en tête le fait que les personnes à qui on s'adresse ont déjà énormément de choses dans leur liste de tâches, sont très occupés, et si on arrivait avec une formation lourde, ça aurait pu en rebuter un grand nombre. Donc on se disait, on veut essayer de garder ce contenu-là le plus... j'ai pas envie de dire léger, parce que c'est du contenu qui est quand même intense. Convivial. En réalité, mais le plus digeste possible. Donc on a fait ce travail-là de vulgarisation pour que finalement notre message passe. Donc on a vraiment diversifié les modes de représentation, puis on s'est assuré que l'accessibilité soit prise en compte pour différents publics, en fait. Merci, Lucie. Que répondez-vous? Myriam? Laurent, il me parlait à toute fin, donc... Non, mais c'est clair. Donc, c'était par rapport justement comment tu peux juste... C'est quoi les éléments d'inclusion? Tu sais, si on avait à réfléchir à un projet pour inclure les jeunes réfugiés dans notre milieu, c'est quoi les particularités que vous avez adaptées ou que vous avez demandé de transformer pour que ça soit quelque chose où ils se sentent bien, ils se sentent partie prenante dans votre milieu? Ben, je pense que c'est toujours un jeu aussi au niveau de l'administratif avec l'université. Quand je suis en train de réfléchir, mais je pensais par exemple au processus d'admission. Par exemple, bon voilà, on leur dit bon, ils sont admis dans tel programme, choisissez un programme, il va faire tel cours, et alors on se dit bah, on ne sait pas s'il va aimer ce programme. Donc, et souvent ces personnes-là, ils arrivent du camp de réfugiés à Montréal et après, paf, ils commencent directement les études. Ce qui est quand même assez choquant à sa manière, là, émotionnellement pour la personne. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est on s'est arrangé pour qu'ils puissent choisir leur programme, commencer leur cours et tout. Et quand ils arrivent, on leur laisse quand même quelques semaines pour y penser, pour passer au travers de toutes sortes d'autres processus administratifs, émotionnels. Et quand ils sont prêts justement à choisir leur cours, ils font leur rendez-vous. Et par la suite, justement, ils commencent leur cours. Mais disons, ça a vraiment été un travail qu'on a dû faire avec l'UQAM pour qu'ils puissent nous laisser faire cela, même si ce n'est pas selon les normes, on va dire. Mais c'est ça, donc vraiment travailler avec l'UQAM pour pouvoir faire en sorte que certaines choses soient changées pour ces personnes-là. On fait bien sûr toujours un bilan de fin de parrainage pour savoir comment on peut s'améliorer, les choses qui ont moins bien fonctionné. On essaie de faire en sorte que les personnes qui ont été parrainées autrefois par nous puissent aussi nous donner du feedback. Souvent, ils se sentent beaucoup plus à l'aise de nous en donner quand on ne leur offre plus une allocation parce que, justement, encore, quand on leur donne une allocation, il y a un peu cet enjeu de pouvoir qu'on a un peu sur eux parce qu'ils ont cet argent, on les a fait venir. Donc voilà, je réfléchis, mais il y a plusieurs moyens, je pense, d'inclure la personne, mais c'est sûr que c'est souvent dans l'écoute et souvent dans le fait de leur laisser le choix, en fait, de leurs études et de la manière dont ils veulent ou non finir leur année de parrainage. Merci. C'est une très belle réponse. De l'autre côté, l'inclusion, je reviens un peu au comité de déploiement, la manière qu'on fonctionne. En plus des comités de déploiement, comme j'ai mentionné tantôt, il y a les sondages qu'on fait auprès des étudiants. Oui, il y a des sondages initiaux qu'on réalise, mais par la suite, on n'hésite pas à resonder les étudiants pour être certain qu'on est on the track avec notre projet. On réalise des focus groups, c'est tellement allumé et riche comme information que ça nous permet d'aller chercher auprès des futurs résidents, en les ayant là, devant nous live, avec des belles discussions alimentées. Ça nous permet vraiment là, de
s'assurer, comme je l'ai mentionné tantôt, qu'on laisse personne derrière, que le projet milieu de vie auquel on est en train de construire va vraiment répondre à tous les besoins exposés, exprimés. C'est ça. J'avais aucune idée, mais je l'ai perdu, ça revient. Mais moi, j'ai une autre question par rapport à ton projet, puis ça vient vraiment du fait que dans votre projet, vous voulez ajouter l'inclusion à l'école. Donc, le CPE était une façon aussi de répondre à un besoin chez les femmes qui étaient monoparentales pour que les enfants puissent être pris. Dans votre projet d'inclure ces gens-là à l'école, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une place pour un jeune Québécois à venir au sein de la communauté pour que l'inclusion se fasse aussi de part et d'autre, puis qu'il y ait une adaptation? En tout cas, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais est-ce que le fait de travailler sur un groupe qui vit tout ensemble crée pas aussi un effet d'exclusion de ce groupe-là dans la communauté? C'est une très bonne question qu'on entend souvent. Pourquoi est-ce qu'on fait un projet réservé uniquement pour les Premières Nations? Pourquoi pas essayer de les mélanger avec les Autochtones? Nous, la seule réponse qu'on a à propos de ça, c'est que selon ce qu'ils expriment quand on les sonde, les futurs résidents, les futurs étudiants, c'est qu'on a envie de se sentir sécuritairement parlant, côté culture, on a envie de se sentir chez nous, on a envie de vivre ensemble avec que ce soit de nation Innu, Atikamekw, Algonquin, en tant que c'est un autochtone, on a envie d'entendre parler autochtone, on a envie de se sentir comme étant dans une communauté. Par contre, durant les fins de semaine, les soirs de semaine, oui, on a une ouverture à ce qu'il y ait des activités pour apprendre à connaître la nation autochtone, apprendre à se faire des amis, à cohabiter ensemble, tout ça. Mais au day-to-day, au quotidien, on a envie d'avoir l'impression d'être chez nous. C'est parfait. Je trouve super intéressant l'idée de faire quand même une place pour accueillir les autres, à apprendre à vous connaître aussi. Puis, quelque chose qu'on peut se dire aussi, voyons ça, les milieux de vie comme étant un tremplin. Souvent, c'est un jeune autochtone qui a rarement sorti de sa communauté, qui vient vivre en ville. Laissons-lui le temps de s'adapter avec ses frères et sœurs, ses cousins et cousines, dans un milieu qui lui ressemble. Tranquillement, pas vite, c'est sûr qu'après ça, ça va être plus facile pour lui de se mélanger au reste des autres nations. Excellent. Tu gardes le micro. Et puis, ma prochaine question, c'est quoi les parties prenantes que tu aurais dû mettre au cœur de votre projet dès le départ? Tu sais, quelqu'un qui était peut-être pas là au départ, puis qui a fait en sorte que ça a ralenti le processus, ou ça l'a un peu empêché la réalisation dans un temps normal ou un temps plus rapide. Pas normal, il n'y a pas de normalité, mais y a-t-il une partie prenante qui a fait en sorte qu'il manquait cet élément-là dans notre projet? Puis maintenant qu'on l'a, on se rend compte que c'est utile que ce groupe-là soit là. C'est sûr qu'en travaillant avec des comités de déploiement, c'est comme quand tu organises un mariage, c'est risqué d'oublier un invité. Ça nous est arrivé dans les premiers projets. Par exemple, à cette île, il y avait peut-être une ou deux organisations autochtones qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté. Ça n'a pas passé, ça a pris un clash. Je n'étais pas encore arrivé à la barre de CIRCAC. C'est quelque chose que j'ai dû réparer en arrivant. Il a fallu que j'aille m'asseoir avec les gens concernés. Donc, oui, ça nous est arrivé, mais c'est des choses qui se réparent. Aujourd'hui, ça va bien. Les relations sont bonnes avec l'ensemble de toutes les organisations susceptibles de pouvoir nous aider à avancer dans ce projet-là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on l'oublie au départ d'un projet? Est-ce que c'est des relations entre humains qui font en sorte qu'on a envie d'avancer, puis cette personne-là, finalement, ça risque de nous nuire? Ou c'est tout simplement un oubli où on n'en voit pas la pertinence, puis que finalement, on heurte cette organisation-là? Je pense que ça peut être un mix de tout. Oui. C'est pas mal ça. Merci. Donc, je continue avec les deux autres panélistes, Lucie et Myriam, à essayer de savoir quelles sont les parties prenantes qui n'étaient pas au cœur de vos projets
et que ça a un peu empêché le projet d'avancer et que ça aurait été bien qu'il soit là dès le départ. Moi, je pense vraiment que c'était les associations étudiantes au début. Je pense que, en fait, la problématique avec les associations, c'est qu'il y a énormément de roulements. Chaque année, c'est des gens, des personnes différentes. Et voilà, du coup, je pense qu'on était à fond avec l'institution. C'était un peu plus structuré la manière dont ça fonctionnait, donc c'était assez facile d'approche. Mais le problème, c'est que si on se met du côté de l'institution, les associations étudiantes n'aiment pas ça. Et bien sûr, quand on s'est fait connaître et tout, ben, voilà, il y avait un peu cette notion de méfiance, de dire, ok, c'est un peu genre une marionnette de l'institution. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment dû faire un travail de sensibilisation sur notre projet, faire comprendre qu'on ne faisait pas du volontourisme, que c'était du parrainage, que c'était différent. On a vraiment dû faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Il y avait plusieurs questionnements aussi. Ils disaient que des personnes ne voulaient pas qu'on pensait qu'il fallait plus s'occuper d'autres groupes marginalisés plutôt que les personnes réfugiées. Donc, bref, on voyait vraiment le fait qu'on n'a pas été là pendant un bout, ça a joué au niveau du regard, en fait, que les gens avaient auprès de ce groupe. Donc, c'est ça. Mais bon, maintenant, ça va mieux. Puis là, maintenant, c'est prévu qu'on soit constamment en communication. Mais c'est vraiment un travail, disons, important parce que sachant le temps de roulement, il faut toujours se représenter, il faut toujours aller aux rencontres interfacultaires. Donc voilà. Mais bon, maintenant que c'est fait, on est sur la bonne voie. Lucie, dans ton cas, quelle est la partie prenante? Mais en fait, je réfléchissais à ça, puis notre projet n'a pas vraiment été ralenti par la nécessité de prendre en considération une partie prenante qu'on n'avait pas considérée dans notre réflexion. A posteriori, je me dis qu'il y a toujours manière d'inclure d'autres actrices et acteurs dans les démarches, parce que c'est sûr qu'en enseignement supérieur, il y a énormément de monde qui travaille, qui gravite autour des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Donc on aurait pu inclure encore beaucoup d'autres personnes dans notre projet. Ça, c'est sûr. Toujours, parce qu'on a essayé d'être le plus exhaustif possible dans les parties prenantes qu'on est allé chercher, mais on a quand même structuré le club autour de thèmes. Donc on est quand même allé chercher des expertises en lien avec ces thématiques-là. Donc oui, on aurait pu inclure d'autres personnes, mais ça n'a pas ralenti réellement le projet en tant que la réalisation du projet. Et je pense que de toute manière, c'est une démarche qui peut être bonifiée. L'idée, c'est toujours l'amélioration continue. Donc dans les commentaires qu'on va recevoir sur le club, et si vous en avez, vous pouvez nous en faire part aussi, là, si vous voulez aller le tester. Mais on aura toujours la possibilité d'aller inclure d'autres perspectives, d'autres personnes, d'autres parties prenantes pour enrichir encore la discussion autour des thématiques qu'on a identifiées en inclusion. C'est une belle ouverture. C'est si vous sentez exclu, incluez-vous. Dans le sens où vous venez nous dire que vous êtes intéressé à être inclus. Je continue avec une dernière question parce que ça va être la période de questions aussi avec les gens qui sont dans la salle. Moi, je me dis, quand on travaille en inclusion, il y a toujours des phrases ou il y a toujours des choses qu'on est obligé d'expliquer au monde. Peut-être que vous avez été obligé de me les expliquer aujourd'hui, mais je suis désolée. Mais c'est quoi cette chose-là que vous êtes toujours constamment obligé d'expliquer, qui devrait finalement être un élément qui devrait être inclus maintenant ou qui devrait être un fait? Je vais encore une réponse courte. Ça revient un peu à ce que j'ai mentionné tantôt. Souvent, les gens, les journalistes, les citoyens, ils posent la question, pourquoi est-ce qu'on réalise un ghetto autochtone? Cette question-là revient souvent, malheureusement, pour l'expliquer. C'est pas un ghetto, ça va être un centre, ça va être un milieu de vie communautaire, avec des services.
Les gens, c'est les jeunes étudiants qui font un retour aux études, qui sont là pour les bonnes raisons. Et puis, oui, ça va être des milieux de vie réservés uniquement pour toute nation autochtone confondue. Par contre, comme j'explique tantôt, il va y avoir ouverture, il va y avoir des activités pour justement partager la culture autochtone avec les autres nations alloctones, même les lieux de vie. Donc, il y aura quand même une ouverture par rapport à ça pour justement, on veut briser les clashs, les mauvaises perceptions de ghetto autochtone autant que possible en étant ouvert aux échanges. C'est l'utilisation positive du milieu de vie, l'espace sécuritaire pour ces gens-là qui ont besoin de se retrouver en famille. Merci. Moi, je dirais qu'on fait souvent des clarifications en fait, conceptuelles dans nos approches avec les différents collaborateurs, collaboratrices. En fait, on a souvent à expliquer notre posture en lien avec le handicap. On s'inscrit dans un modèle, en tout cas au CRISPECH, on s'inscrit dans une perspective sociale du handicap. Donc, on s'éloigne vraiment du modèle médical basé sur un diagnostic pour prendre en considération vraiment l'individu en interaction avec ce contexte qui le place en situation de handicap. Donc, c'est comme un changement, un revirement de perspective où on ne fait plus peser sur la personne uniquement le poids de son handicap, puis en fait de la levée des obstacles à sa participation, mais où c'est une responsabilité partagée. Et c'est comme une perspective qu'on doit représenter à chaque fois. Elle est quand même très bien comprise, mais c'est quand même important de le clarifier toujours, la manière dont on se positionne par rapport à ça. Et ça fait aussi une différence entre l'intégration et l'inclusion. Donc, intégrer une personne, finalement, c'est comme le début, c'est une première étape vers l'inclusion, c'est une étape vers l'inclusion, c'est un continuum d'inclusion. Ça aussi, il faut qu'on l'explique souvent, en fait, parce que derrière ces mots-là, il y a des pratiques qui, elles, reposent, justement, j'en parlais tout à l'heure, sur certaines représentations, certaines conceptions qu'on a qui sont parfois complètement inconscientes, et les personnes sont très souvent, la majorité du temps, très bienveillantes et ont vraiment une bonne volonté. C'est vraiment des prises de conscience à faire, une sensibilisation à faire sur différentes manières de concevoir, de percevoir les choses et puis après de se positionner par rapport à ça. Une chose que je trouvais difficile pendant que je voulais vraiment avoir cette canot, c'est d'expliquer qu'en fait, on est un groupe étudiant, qu'on est pris un peu entre les deux, entre l'université, entre les associations étudiantes, et que dans le fond, notre but principal, c'est de parrainer des personnes réfugiées. Nous, on n'essaie pas d'avoir un ego de « oh, nous sommes un groupe, on est important » ou pas encore. Et souvent, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on faisait les négociations entre les associations étudiantes et l'UQAM, c'est qu'ils se renvoyaient la balle sur « ah bah, si l'UQAM fait ça, bah, nous, on va peut-être faire ça. » Après, à l'université, « ah, mais si les associations font ça, bah, peut-être on va faire ça. » Mais dans le fond... Oh, excusez-moi, il y a ce bruit. Dans le fond, en fait, ce que je trouvais dommage, c'est que le jeu, c'était qui gagnait, en fait. C'est qui montrait qui était le plus fort. Puis, en fait, moi, disons, si je parle du comité, ben, c'est pas grave, j'aurais pas fait mon projet, mais c'est pas moi qui vit le plus cette défaite, ces personnes réfugiées dans les camps, c'est pas moi. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment pas dans leur tête. Puis ça, moi, je trouvais ça difficile. Je trouve ça difficile de dire, bah, est-ce qu'on peut voir au niveau des priorités qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est vraiment notre orgueil ou bien c'est vraiment finalement les personnes réfugiées? Donc il y avait ça. Puis il y avait aussi le fait de se dire, beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi t'aides pas les gens qui sont déjà ici? Pourquoi tu veux faire venir des gens d'ailleurs? Mais je me dis, mais en fait, la crise, elle est partout. Hein. Elle est autant ici, effectivement, pour l'intégration, l'accompagnement des personnes réfugiées que les personnes qui sont encore dans les camps, qui n'ont pas accès aux universités ou à d'autres institutions supérieures.
Donc il faut intervenir partout. Puis oui, c'est un gros travail, mais il faut le faire. Donc voilà. On va prendre maintenant une période de questions dans la salle. Levez-vous, parlez fort. Oui? Oui, moi, dans un ancien emploi là, à la Corpo Développement communautaire des Bois-Francs, j'ai accompagné plusieurs tables de concertation qui avaient pour volonté là, d'inclure le plus d'acteurs possible autour d'une même cause. Dans certains cas, ça allait super bien, mais dans beaucoup de cas, les porteurs de ces tables-là, en fait, se retrouvaient pris un peu entre deux chaises dans un dilemme que moi-même j'ai vu, puis que j'ai eu de la misère à me positionner là-dessus, puis j'ai le goût de vous entendre là-dessus. Parce que ce dilemme-là, c'est d'avoir beaucoup d'acteurs autour d'une table. Parfois, il y en a quand même certains qui sont très peu mobilisés puis qui ralentissent les démarches de ces groupes-là ou qui les alourdissent beaucoup. C'est un manque de participation qui fait annuler une rencontre ou autre. Donc, ma question, c'est un peu comment vous vous positionnez. Est-ce que c'est mieux, dans certains cas, de déployer toutes nos énergies à mobiliser ces acteurs-là qui ne sont pas, pour plein de raisons qui sont pertinentes? Ou est-ce que des fois, on est mieux d'y aller avec les acteurs mobilisés autour de la cause, d'avancer peut-être un peu plus rapidement et facilement, quitte à les intégrer plus tard ou à remettre ça? Parce que c'est quand même très énergivore, j'ai vu dans plusieurs projets, là, d'essayer de toujours rallier les gens à la cause quand ils ont peut-être d'autres choses à faire aussi. Fait que j'aimerais ça vous lancer ce dilemme-là puis voir ce que vous en pensez. Je peux commencer. Nous, évidemment, on essaye, comme j'ai dit tantôt, d'inclure autant que possible tout acteur du milieu. Malheureusement, on ne fait pas de sélection à lui exactement dans les comités au lieu de ralentir le groupe. On prend une chance, on les invite tous. Ça n'arrive pas souvent, c'est rarement arrivé que par un comité de déploiement, il y a quelqu'un qui a ralenti le groupe. Normalement, la personne qui se sent à risque de justement peut-être ralentir le groupe de par ses perceptions qui ne sont pas les mêmes que nous, ou une organisation qui n'aime pas tout court la CIRCAC. C'est rare, ça arrive, mais ça arrive. Mais cette personne-là, jusqu'à date, ne se présente pas sur le comité de déploiement. Se désiste. Est honnête avec sa décision, puis on respecte ça. Il y a une chose aussi, nous, on est dans un bon momentum, c'est ainsi. La réconciliation autochtone avec autochtone, tout ça, on est comme dans un bon mouvement, on est dans un bon, comment dire ça, dans un bon timing pour aider les projets. Tous les gens qui sont autour de la table, ils veulent tellement que ça se réalise. C'est plate à dire, mais on l'a un peu facile. C'est tant mieux. Oui, c'est tant mieux. Dans le fond, je pense que l'important, c'est d'ouvrir la discussion. C'est d'aller justement chercher les différentes parties prenantes, incluant celles qui peut-être ne viendraient pas spontanément, parce que c'est là qu'il y a un espace, je pense, d'échange, et avec les tensions, avec peut-être le manque d'engagement. C'est facile d'aller prêcher les convaincus, c'est toujours plus difficile d'aller chercher des personnes qui ont certaines réticences. Bon, je viens, mais je ne m'engagerai pas à 100% dans le projet. Moi, personnellement, depuis que je suis au CRISPECH, ça ne m'est pas arrivé. Donc, je parle vraiment à travers mon chapeau de la manière dont je conçois les choses, mais je pense que c'est justement intéressant d'aller chercher ces personnes-là, puis d'aller comprendre peut-être qu'est-ce qui freine leur engagement. Parce que pour moi, là, il y a des potentiels leviers, justement, pour une action plus large. Une mobilisation à plus grande échelle. Mais, comme je dis, je parle à travers mon chapeau. Là. Ça va bien pour toi aussi, c'est ce que je comprends, comme avec Laurent. Myriam, à toi, y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter? C'est sûr que justement, je reviens toujours à mes assos, mais c'est ce qui est le plus frais. Dépendamment des associations, il y en avait certaines qui avaient été plus enclines à participer à notre projet qu'à d'autres.
Mettons, sciences humaines, c'est pas grave, vraiment, ils étaient à fond. Et après, on est passé avec gestion. Puis gestion, là, c'était une autre game, c'est une autre culture. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, voilà, notre première réaction, là, c'est qu'on était dans l'incompréhension. On ne comprenait pas pourquoi ils ne voulaient pas aller plus loin. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils voulaient voir ça. Ils voulaient qu'on comprenne leur perception du projet, finalement. Et donc, c'était vraiment aller à leur rencontre, vraiment. Parfois, en fait, les personnes, ils veulent de l'attention, mais tu sais, c'est pas péjoratif, ce que je dis, je comprends, ils veulent se sentir écoutés. Puis à ce moment-là, je pense qu'il faut juste prendre plus de temps avec ces personnes. Et à ce moment-là, ils peuvent même devenir un leader positif. Et ce qui est notre cas avec l'association de gestion qui nous ont beaucoup aidés aussi financièrement par la suite. Donc, en plus de la cano. Donc, je pense franchement que parfois, ça vaut la peine de juste s'impliquer un peu plus avec ces personnes-là, vraiment s'asseoir avec eux et essayer de comprendre leur point de vue en fait du projet pour qu'on puisse finalement vraiment les inclure finalement et c'est vraiment démarrer vers quelque chose de positif. Sébastien, si tu avais levé la main. Merci. Bonjour, merci pour vos présentations. C'est une question un petit peu par curiosité pour Laurent parce que j'ai sonné une petite cloche tantôt. Moi, je fais de la participation en ligne avec une plateforme participative. J'étais curieux de savoir, pour rejoindre les gens avec les sondages et tout ça, est-ce que tu as une bonne réception en ligne? Est-ce que tu aller chercher les gens ou c'est plus les gens qui se présentent en personne ou est-ce que tu as plus de succès en ligne qu'en personne ou tu fais un mélange des deux? Comment tu perçois la mobilisation des gens qui viennent participer en ligne ou en personne? Nous, en fait, on essaie d'impliquer autant que possible les partenaires, les institutions d'enseignement, parce qu'ils ont souvent déjà une bonne liste de contacts, des emails de tous les étudiants autochtones. On implique aussi les agents postsecondaires dans chacune des communautés, parce que pour la distribution des sondages, ben, ils ont encore une fois les adresses email des étudiants autochtones. On essaie aussi de passer par les communautés, les médias dans les communautés, les radios sont très fortes, les radios communautaires les communautés sont très fortes. Puis par la suite, c'est sûr qu'après ça, quand on a envie de réaliser un focus group, d'inviter les étudiants à venir participer au focus group, ben, ce qui est winner, c'est la pizza. C'est dans la guerre, c'est sûr que c'est bon. Puis on procède aussi avec des concours. Les concours, c'est quand même très winner là, dans nos sondages, dans les réseaux sociaux, Facebook. Là, la clientèle autochtone est encore très populaire sur Facebook, Messenger. Fait que petit concours en lien avec le sondage, pour la chance de gagner l'iPod, ça permet d'aller chercher un peu plus de répondants. Bravo. Comme une dernière question, oui, Marianne. Malheureusement, ce sera encore une question pour le projet de résidence. Je me demandais, hier, on a eu la chance d'avoir la conférence de Laurent Lévesque pour les logements étudiants multiples, qui nous disait à quel point il a été inspiré par d'autres modèles qui existaient ailleurs. Est-ce que dans votre cas, vous avez entendu parler de modèles de résidence étudiante qui s'adressaient spécifiquement aux communautés autochtones, soit ailleurs au Canada, ou vous avez un peu regardé ce qui se faisait à ce chapitre-là, parce qu'on sait qu'il y a des particularités, et effectivement, c'est un contexte particulier quand on s'adresse aux communautés autochtones. Donc, quel genre de recherche vous avez fait ou ce qui a pu vous inspirer peut-être pour votre modèle? C'est une bonne question. Et puis, à chaque fois qu'on présente la CERCAC et ses projets de vie pour les étudiants autochtones, qu'on les présente au Québec ou dans les autres provinces ailleurs au Canada, les gens sont tout le temps émerveillés, ils disent « Wow, ça n'existe pas ailleurs au monde. » Peut-être qu'ils exagèrent, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'existe pas au Canada. Je suis membre d'un conseil d'administration, le NICHI, qui est le National Indigenous Housing Corporation. Puis il y a beaucoup de monde comme la CERCAC qui siège sur ce conseil d'administration-là, puis ils nous disent tout, c'est fou ce que vous faites. Lâchez pas, puis c'est pour répondre à ta question, je pense pas que ça existe ailleurs. Mais peut-être en Australie, là, il va falloir qu'on se mette à voyager un peu. C'est quoi travailler comme pionnier dans un projet quand tu n'as pas d'autres références? C'est de faire confiance, c'est de se faire confiance à tous nos partenaires qui sont autour de la table, faire confiance aux demandes des étudiants qui ont envie d'avoir comme lieu de vie. C'est dur de répondre à ta question parce qu'on n'est pas encore en opération, on va l'être dans les prochains mois.
Puis, on a hâte d'avoir des faits vécus, on a hâte d'avoir des jeunes mamans avec leur diplôme, d'offrir des statistiques. Vous voyez, là, oui, ça a été beaucoup d'argent investi, l'argent public qui est investi dans ces projets-là, mais regardez ce que ça donne. On a hâte de pouvoir être encore plus convaincant avec des beaux résultats. L'impact que ça va vraiment, que ça va continuer d'avoir, parce que l'impact, le fait d'avoir mis en place des comités, il y a déjà de l'impact. Puis souvent, ça, dans nos projets d'innovation sociale, on ne calcule pas l'impact de cette mobilisation-là, puis de la montée de savoir puis de connaissances qui est transmise à travers les groupes. Ça, on se dit, c'est pas le résultat. Et pourtant, le résultat, les retombées qui va être généré, c'est une meilleure compréhension du pourquoi on fait les choses et des raisons pour lesquelles c'est important, le CPE et tous les acteurs vont être plus en capacité à justifier la nature du projet. Et en tout cas, je veux dire, il y a peut-être une belle évaluation de la capacité des gens de votre milieu à parler du projet auprès des autres acteurs. Je suis obligée de faire une bonne main d'applaudissements à vos trois panélistes. Merci Myriam, merci Laurent, merci Lucie d'avoir été parmi nous. Je pense qu'on va commencer à avoir faim aussi. On va devoir s'installer, nous, pour manger. Soyez prudents sur la route et puis je vous souhaite un excellent long week-end de la fête. Vous choisirez la seule qui fait votre bonheur. Alors, l'important, c'est que vous profitiez pleinement de ces 3 jours et je veux encore vous dire merci. Merci Marie-Chantal, merci Amélie, merci à l'ensemble des personnes qui se sont impliquées, à l'équipe du LIO, à l'équipe du CERESO, qui ont donné quand même beaucoup de leur temps pour que ça fonctionne. Alors, je vous souhaite une bonne route, une bonne d'applaudissements. Et la gang de logique, 2h30, vous êtes attendus au Fab Lab du Cégep de Verdun. Sur ce, une bonne main d'applaudissements.